Vous n'êtes pas trop stressé? Bon, un petit peu, donc essayez de vous décontracter, présentez debout et vous affirmez. Un dernier conseil avant le grand oral, une épreuve inédite et qui génère beaucoup plus de stress que l'écrit de philosophie car les élèves ne pourront pas compter sur le contrôle continu et auront 20 minutes pour faire leur preuve sur un sujet choisi par le jury. Pendant 5 minutes, c'est eux qui présentent leurs problématiques, qui expliquent leur sujet. Ensuite, il y a 10 minutes d'échange avec le jury. Et ensuite, ils ont 5 minutes où ils doivent présenter quel est le lien avec leurs questions, avec leur parcours d'orientation. Et les élèves n'appréhendent pas tous de la même façon cette épreuve. Le fait de passer à l'oral devant des personnes qu'on ne connaît pas, c'est toujours un peu plus stressant que d'écrire juste. Surtout que moi, j'ai pas l'habitude de parler à l'oral et d'aller vers les gens. J'ai une feuille, je relis et après je me pose devant mon téléphone et je mets le chrono et je parle. Et après j'améliore ce qu'il faut améliorer, voilà. C'est l'épreuve où j'ai le plus travaillé. Après du temps, un peu tous les soirs et voilà. J'ai pas forcément répété, mais j'ai bien appris mon texte et j'ai appris les notions importantes et c'est bon, ça devrait suffire. Je vais improviser quand j'aurai besoin de réponses et voilà. Après les 20 minutes de préparation et les 20 minutes d'oral, Lina ressort soulagée. La question était, la Californie est-elle un modèle de transition énergétique? Ça s'est assez bien passé, je reste quand même assez dubitative. Peut-être que j'ai mal préparé certaines questions. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à poser des réponses. Une petite centaine d'élèves passent l'épreuve aujourd'hui dans ce lycée et les examinateurs l'assurent, ils ne sont pas là pour les mettre en difficulté. Ah oui, pas du tout. Nous, on est là pour les relancer s'ils ont des trous, pour s'intéresser à ce qu'ils font et pour aller dans leur sens. Ah non, complètement. Et pour la grande majorité, ils ont quand même bien répondu à l'exercice, sont prêts, quoi. Avec aussi de jolis parcours, de jolis choix. Parmi ces lycéens, certains envisagent de poursuivre des études de droit, de communication, de psychologie ou encore de musique. Les masques tombent, les températures flirtent avec les 30 degrés et les touristes commencent à investir plage et hôtel. Selon le site Airbnb qui met en relation des particuliers désireux de louer leurs biens, le département du Var est même devenu la première destination du site, détrônant ainsi Paris. La part des séjours ruraux réservés sur le site a pratiquement doublé entre l'été 2019 et l'été 2021, passant de 24 à 45%, une situation qui profite également aux hôtels toulonnais. Même si Airbnb remporte la mise sur l'hôtellerie, ça ne veut pas dire que les hôteliers se sont éteints. Bien évidemment que non, au contraire, ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir remplir les hôtels, qui sont tous très qualitatifs ici sur la côte varoise et surtout sur l'aire toulonnaise. On pousse vraiment la destination Var, avant tout, la destination Toulon, parce que c'est très important et je pense qu'on fera effectivement un bon été. L'établissement connaît un taux d'occupation de 70% pour le mois de juin. Un tiers des 62 chambres sont déjà réservées pour les mois de juillet et août. La saison estivale s'annonce donc sous d'excellents auspices pour les professionnels de l'hôtellerie. Bonsoir Christophe Longo, vous êtes président du collectif des discothèques PACA Corse, je le disais, patron aussi de la Gioia à Aix-en-Provence, un établissement bien connu. Alors, est-ce que ce soir vous êtes soulagé? On imagine que oui, parce qu'il y a un début de reprise d'activité. Néanmoins, il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup, soulagé, même très heureux, on peut dire. Après, beaucoup de contraintes, c'est vrai qu'on aura le pass sanitaire. Mais alors, le pass sanitaire, ça veut dire que les gens qui viendront dans nos établissements devront être ou vaccinés, ou avoir fait un test PCR ou antigénique, ou avoir eu le Covid il y a moins de 6 mois, pour pouvoir avoir accès au club. Nous, on va certainement mettre, et c'est ce qu'on va faire là, pour la plupart, mettre à l'extérieur des professionnels de santé qui pourront faire des tests antigéniques avant de rentrer dans l'établissement. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous organisiez de cette façon-là, avec quand même toute une logistique à vos frais? Alors non, parce que les tests antigéniques seront faits par ou des pharmaciens ou des médecins ou des infirmières libérales. Et en fait, les gens suffiront qu'ils viennent avec leur carte vitale.
tout simplement, puisque le test antigénique, quand vous allez dans une pharmacie, vous est remboursé. C'est assez inédit, ça, comme situation, aller en boîte de nuit avec sa carte vitale. Ouais, mais si vous voulez, il faut être honnête, je pense que c'était la seule solution pour qu'on puisse réouvrir. Alors, c'est vrai qu'on sera l'endroit le plus sûr de France, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vrai que dans nos établissements, il y a la proximité. Donc là, les gens, ils pourront danser, se déplacer dans la discothèque sans masque. Alors, dans les intérieurs, avec 75% de jauge, on pourra accueillir que 75% de capacité d'accueil, et en extérieur, 100%. Économiquement, ça vous paraît viable? En gros, est-ce que vous allez pouvoir sauver vos activités qui ont été mises à mal? Plus de 15 mois de fermeture, vous n'avez jamais rouvert, vous, hein? Non, on n'a jamais rouvert. Bon, justement, il faut quand même. J'ai une grosse pensée il y a presque 200 établissements qui ne vont plus réouvrir. Hein. J'ai une grosse pensée pour ces patrons de clubs qui ont perdu leur travail et leur entreprise. Ça, il ne faut pas le perdre de vue quand même. Ça a été une catastrophe pour nous. Après, maintenant, avec 75% de capacité d'accueil, ça sera viable. S'il faut, on prendra un peu moins de personnel, mais notre activité pourra fonctionner sans problème. Maintenant, est-ce que on a surtout le pass sanitaire qui risque un peu de décourager certains. C'est pour ça qu'on propose un test antigénique à l'entrée de la discothèque. Alors, est-ce que, donc vous l'avez dit, vous adapterez peut-être le personnel en fonction. On pourra danser sur les pistes? On pourra danser, oui. Avec ou sans masque? On pourra danser sans masque. Oui, donc du coup, la vie sera quasiment normale à l'intérieur de la boîte une fois qu'on sera rentré. Une fois qu'on sera rentré, à partir du moment où on a le pass sanitaire, la vie sera quasi normale dans l'établissement. Pour terminer, vous, à titre personnel, dans votre établissement donc à Aix-en-Provence, vous avez déjà commencé à vous organiser. Vous l'avez dit, vous mettrez donc du personnel de santé, mais vous avez contacté vos salariés, vous avez commencé à former bien sûr. des équipes. Nous, on est quasiment prêts. Tout le monde est enthousiaste. Bon, moi, j'ai la chance d'être en extérieur. Donc, je pourrais accueillir la capacité totale. Sur l'été, je suis en extérieur. Donc, je pourrais accueillir la capacité totale de public que j'ai le droit. Donc, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Après, voilà, comme il fallait passer par ce pass sanitaire, tous les patrons de boîte, la plupart du moins, l'ont bien compris. On va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour que les gens puissent faire la fête en toute sécurité. Des chaises inoccupées. Une place presque vide. En ce jour de fête de la musique, le quartier de la Plaine à Marseille est inhabituellement calme. Et pour cause, les rassemblements festifs et musicaux y sont proscrits. Pour les riverains, c'est un coup dur. Je pense qu'il faudrait nous laisser un petit peu de liberté, même si on essaie de nous interdire beaucoup de choses. J'espère que la police ne viendra pas trop tôt ici ce soir. Je vais rester ici jusqu'à ce que les CRS arrivent. Et quand les CRS arrivent, moi je partirai. C'est vrai qu'on pourrait, en canalisant, autoriser certaines manifestations, mais bon, malheureusement ça risque de dégénérer comme partout. C'est dommage, en plus tout est refait, c'est grand, c'est spacieux, donc ouais. On va venir faire la fête, on verra, je sais pas. C'est après un appel à l'organisation d'une soirée festive sur les réseaux sociaux que la préfecture de police a décidé de réagir. La place fraîchement inaugurée serait susceptible de réunir plusieurs centaines de fêtards. Selon la préfecture, elle n'offrirait aucune garantie sur les mesures de sécurité. Pour ce serveur, c'est l'incompréhension. On est la seule place de tout Marseille qui est interdite, ce qui est un scandale. Nous, on va continuer à travailler normalement. Nous, je veux dire, on a des terrasses, on travaille, il n'y a pas de souci. Pour nous, on va travailler. Après, nous, c'est le côté, c'est l'interdiction qui vise la place particulièrement. Voilà, dans tout Marseille, vous allez sur le cours Julien, il y a des gens pour faire de la musique. Pourtant, c'est une place. On est marqué au fer rouge. L'interdiction ne s'applique pas aux établissements recevant du public comme les bars ou les restaurants, mais restera en vigueur jusqu'au petit matin. Ambiance samba et carnaval de Rio pour les pas de l'Effiguier à Villeneuve-Loubet. De la bonne humeur, de la danse et un moment de partage pour les résidents. Ces derniers mois, toutes les activités ont été annulées à cause de la Covid. Alors aujourd'hui, les sourires sont sur tous les visages. Cette gaieté, cette joie de vivre, on a besoin. On a eu les deux filles là. Ça nous a vraiment plu, moi. Elles dansent bien, elles sont belles.
Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Les filles sont très bien. Des groupes brésiliens, ça va être joli. Le personnel est aux petits soins. Entre le repas et les décorations, tout le monde s'y est mis dès 7h du matin. Après des mois de contraintes sanitaires, ces moments festifs font plaisir aux résidents comme aux salariés, même si la direction veille au respect des gestes barrières. On va toujours faire attention avec des tests PCR, une vaccination, la campagne de vaccination continue. Mais c'est vrai qu'on continue toujours à faire attention à l'extérieur pour l'intérieur. Je pense que c'est notre priorité. Même pendant le Covid, on a essayé justement de faire beaucoup d'activités pour qu'ils ne s'aperçoivent pas en quelque sorte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est vrai que toutes ces animations, ces intervenants extérieurs, c'est quelque chose d'important parce que les maisons de retraite, c'est aussi des lieux de vie. Il y a la nourriture, il y a les activités, il faut participer dans un petit cocon familial en quelque sorte. Et c'est vrai que de les entendre rire, c'est vrai que c'est ce qui fait le plus plaisir, je pense. Dans l'après-midi, les résidents étaient rejoints par leur famille pour profiter ensemble du spectacle donné par les danseuses brésiliennes. Première fois que vous vous faites vacciner, monsieur, aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce qu'il le faut. Ouais. Un choix pourtant pas si évident. Patrick a longuement réfléchi. Âgé de 56 ans, il aurait pu se faire vacciner à la mi-avril, mais il a préféré attendre. Tant que c'est pas AstraZeneca, tout le reste, ça me va. Cette histoire de vaccin qui était un peu bizarre, j'ai préféré attendre, mais là, comment je suis diabétique, on m'a dit fais-le quand même. Patrick veut à tout prix éviter de développer une forme grave. J'espère que vous n'avez pas mis le flacon entier. Hein. Non, j'ai mis juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, 60% des habitants de la métropole ont reçu une première dose du vaccin. Il y a eu un afflux massif début juin pour préparer les vacances d'été et depuis, on constate un ralentissement dans les centres de vaccination de la métropole. On peut noter un petit ralentissement, c'est normal, on a quand même vacciné une grande majorité des personnes prioritaires et qui souhaitaient le faire. Donc maintenant, il y a des gens qui se décident au fur et à mesure, mais il y en a encore quand même pas mal. On a beaucoup de jeunes adultes entre 18 et 25 ans qui viennent se faire vacciner et des adolescents qui commencent aussi à venir avec leurs parents. L'objectif, vacciner 80% de la population pour atteindre l'immunité collective. Et même en vacances, il faut rappeler à certains l'importance de recevoir les 2 doses et continuer de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, il nous faut convaincre en mettant en place des dispositifs, notamment avec des ouvertures nocturnes pour faciliter l'accès à la vaccination. Les personnes aujourd'hui qui veulent se faire vacciner peuvent s'inscrire et se faire vacciner le jour même ou le lendemain. Le rendez-vous peut se prendre sur Doctolib ou sur le site de la métropole. Pas besoin de résider dans la région pour recevoir sa première ou deuxième dose. Sur les plages de Marseille, l'odeur du monoeil est de retour. Huile de bronzage ou crème solaire, la plupart optent pour un bronzage rapide malgré les dangers pour la peau. Crème solaire sur le visage et monoeil sur le corps. Pour le bronzage, mais bon, crème solaire pour commencer et monoeil ensuite. Je vais essayer le monoeil. C'est pas bien ce que je fais, mais bon, pour la première baignade, j'ai dit je vais prendre un petit peu de couleur en fait. Crème solaire parce que je crame hyper rapidement. Et je préfère pas prendre de risques. Je sais pas si vous voyez, hein, mais moi j'ai déjà cramé avant l'heure. Parce que je ne mettais pas de crème solaire. Pas de protection en pleine exposition aux rayons UV. Cette dermatologue voit défiler dans son cabinet des personnes qui s'exposent trop au soleil. Alors voyez, regardez ce dos par exemple. Vous voyez un dos comme ça veut dire qu'il y a eu quand même des coups de soleil. Hein. Vous avez des coups de soleil dans l'enfance. Conséquence, de plus en plus de cancers de la peau. Le nombre a triplé en 30 ans. Le docteur Pelletier le constate, les mélanomes touchent aujourd'hui beaucoup de jeunes. Protéger sa peau est alors indispensable, mais pas seulement. C'est très important de se protéger parce que vous allez pallier parfois aux pigments qu'on a moins. Sur les gens qui ont des peaux très claires, qu'on appelle les phototypes clairs, 1 et 2, donc ceux-là, ils sont très très clairs. Il y a des roux, il y a des blonds qui ont des peaux très laiteuses, et eux, ils n'ont pas de protection mélanique efficace. Et donc, ce n'est pas seulement la protection solaire, c'est de ne pas aller au soleil entre telle heure et telle heure, par exemple entre 11h et 4h l'après-midi, mais comme vous le voyez, bien souvent, le soleil est très fort, même à 5h, même à 6h de l'après-midi. Donc il faut faire très attention, par exemple, quand vous avez des routiers, par exemple, qui conduisent toute la journée derrière des pare-brises et qui vont aussi pouvoir développer des carcinomes parce que tous les jours, ils vont tous les jours travailler et tous les jours, ils sont exposés toute la journée derrière la vitre de leur voiture. À chaque consultation, cette professionnelle ausculte systématiquement chaque partie du corps du patient. Au moindre doute, le grain de beauté est prélevé et analysé. Le
seul moyen de ne pas passer à côté d'un mélanome. Pour rappel, les cancers de la peau sont les plus fréquents. Ils touchent aujourd'hui un Français sur 5. Bonsoir docteur, merci d'être là. Évidemment, le soleil fait partie de l'image d'Épinal, de la Côte d'Azur. On aime en profiter lorsqu'il fait chaud. On a rappelé tout à l'heure en préambule que c'est l'exposition répétée au soleil qui est un danger pour la peau. Est-ce que depuis ces dernières années, vous voyez augmenter les cas de cancer de la peau et finalement l'imprudence se répandre sur la Côte d'Azur? Oui, la fréquence des cancers de la peau augmente énormément. Je me rappelle mes cours il y a plus de 30 ans où mon professeur me disait, voilà, ceci est un mélanome, vous n'en verrez pratiquement pas. Parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était dû au soleil il y a 40 ans, 30 ans. Maintenant, on sait que c'est dû au soleil et nous nous sommes exposés et nous nous exposons encore au soleil de manière abusive, très importante. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit, il n'y a pas la consultation où on ne voit pas des lésions précancéreuses, il n'y a pas la semaine où on ne détecte pas des cancers de la peau. Donc ça devient extrêmement fréquent. C'est aujourd'hui, je pense, pour les cancers qui augmentent le plus en fréquence. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dû aussi à une forme d'insouciance liée à l'exposition du soleil et au fait qu'il se développe sur le long cours? C'est-à-dire que finalement, quand on est jeune, on se sent un peu invulnérable. Ça s'insémine tout doucement sur la peau et finalement, on n'a pas conscience que le risque est là. Le docteur Pelletier a bien précisé une phrase en disant « c'est l'expérience de coups de soleil dans l'enfance ». En fait, il y a globalement trois types de cancers. Vous avez les carcinomes, baso et épidermoïdes, et vous avez le mélanome. Concernant les carcinomes, c'est l'exposition de la vie. C'est la permanence, une exposition longue, tous les jours un petit peu. Le mélanome, non, c'est vraiment les expériences de coups de soleil dans l'enfance. C'est les personnes qui s'exposent de manière intensive, mais très peu de temps. Dans l'enfance, mais aussi les vacanciers qui viennent sur la Côte d'Azur un mois, qui prennent des coups de soleil, qui repartent chez eux. Et c'est chez ces patients-là qu'on va détecter les mélanomes malins, qui sont les tumeurs les plus dangereuses. La protection ultime, ça paraît tout bête, mais c'est la crème solaire, donc. Alors, la crème bien mise. Alors dites-nous, comment on met bien la crème? C'est tout d'abord, on évite les heures les plus chaudes. Il faut éviter l'exposition solaire entre 11h et 16h. Parasol, vêtements, lunettes, chapeaux, surtout pour les enfants, et renouveler la crème solaire. Vous avez des crèmes, vous voyez, j'ai vu tout à l'heure des images qui m'ont vraiment... que je pensais n'existaient pratiquement pas. Des huiles, j'ai vu une photo là, tout à l'heure avec une personne qui avait un mélange probablement de citron et de choses un peu archaïques qui mettait sur la peau pour augmenter la photosensibilité et donc avoir un peu plus de bronzage. Là, c'est vraiment des choses qu'on a fait à l'époque, et il y a 30 ans, il y a 40 ans, et les dermatologues, tous, nous crions au scandale d'arrêter ce type d'attitude. Il faut mettre des crèmes solaires très haute protection, au moins 30, voire 50. Bien sûr, on ne va pas mettre une crème 50 à une personne de phototype très foncé, mais un enfant, un adulte, un phototype 2, un phototype 3, il faut mettre un écran solaire. J'aime bien rappeler l'anecdote que Bob Marley a eu un mélanome et décédé, je crois que c'est connu partout, de la partie exposée, qui était la plus blanche de sa peau, c'était au niveau de ses orteils. Ça, lié, juste un peu lié. Ouais, je vais chercher un tout petit peu de beurre à la fin pour le lustrer. Au dernier moment, on met des herbes, sinon ça va cuire. Ce matin, il y a peut-être un peu plus de pression que d'habitude dans les cuisines du collège Jules Verne de Cagnes-sur-Mer. Derrière les fourneaux, le chef étoilé Christian Plumaille. Et en entrée, pour les élèves ce midi, une tarte aux pois chiches. Donc là,
Sablé, parmesan, pois chiches torréfiés, avec du za'atar, c'est une épice libanaise. Cuit. Après dessus, j'ai fait un houmous à la niçoise avec de l'ail, du basilic et du citron de Menton. Et par-dessus, on va faire une petite salade de pois chiches et quelques feuilles de riquette. Si Christian Plumaille est là aujourd'hui, c'est parce que le collège Jules Verne a remporté le concours de cuisine Chef Qu'est-ce que tu nous mijotes, organisé par le département. Les autres collèges participants sont eux connectés via une tablette et profitent des conseils d'un chef qui n'hésite pas à partager pour le plus grand plaisir de tous. C'est quand même intimidant, quoi, parce que bon, c'était quand même un grand chef qui va venir partager ce moment avec nous, de cuisine collective. Oui, c'est valorisant, ça nous fait plaisir. Un travail quotidien valorisé, ici comme dans tout le département, on balaye l'image de la cantine en mode industriel. Il y a un gros travail qui est fait depuis des années par le conseil départemental, par aussi les établissements scolaires, pour mettre en lumière une meilleure nourriture, que ce soit plus locavore, plus végétal. Et donc, on fait de la bonne nourriture dans un établissement scolaire. Voilà jeune homme, bonne dégustation. Les premiers élèves découvrent le menu du jour. Entrée, viande ou poisson, salade de fruits, chacun peut faire son choix avant de passer à table et le verdict est sans appel. Le chef est déjà attendu pour un nouveau service. Ça sera à refaire, j'espère, parce que le chef a très bien cuisiné, c'est délicieux, c'est très bien présenté, c'est super beau, franchement. 10 sur 10 ou 20 sur 20. Reste à savoir si la note restera aussi haute l'an prochain pour une possible seconde édition. Vous en voulez? L'élan paraît hésitant et on comprend pourquoi. Car contrairement aux apparences, la chute est vertigineuse. 1 minute propulsée à plus de 200 km/h, 4000 mètres au-dessus de la cité phocéenne. Voilà ce que ressent Philippe, équipé d'un casque de réalité virtuelle. À la sortie de la soufflerie, le cerveau est encore euphorique. La sensation de vol qui est jouissive, hein. C'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Donc on vole, on plane et ensuite tout ça combiné avec les images que l'on voit dans le casque, ça permet de découvrir Marseille vue du ciel et c'est tout à fait fantastique. Une expérience autant sensorielle qu'immersive dans laquelle vous incarnez le caméraman de Greg Crozier et Karine Joly. Le tandem, 4 fois champion de France, toujours champion du monde en titre de free fly, les pros incontestés d'acrobatie en haute voltige. Certaines personnes s'étaient fait vraiment une fausse idée du parachutisme et tout le monde croit que c'est vraiment quelque chose de très dangereux, de très fou. Et au final, de vivre cette expérience qui est vraiment réelle, ils ont dit du coup, ça me donne envie de faire le pas et d'aller essayer la chute libre d'un avion. Donc pour nous, on a gagné, c'est qu'on a vraiment réussi à retranscrire parfaitement les sensations d'un vrai saut en parachute. Sensation forte côté prix également, comptez 130 € l'expérience, ce qui reste moins élevé qu'un saut en parachute. On le trouve sous toutes les formes et pour tous les goûts, le CBD. Après, on aura des variétés peut-être un petit peu plus fruitées, comme la Super Strawberry. On voit notamment ces têtes un petit peu rouge-rosé. Donc c'est 3 petites gouttes à venir mettre directement sous la langue qui est l'endroit le plus vascularisé de notre corps. Le CBD ne contient pas de THC, une substance psychotrope. Il est donc légal et même plébiscité par de plus en plus de consommateurs, notamment pour ses effets relaxants. J'ai une hernie discale et c'est vrai que on ne va pas dire que ça soigne, mais ça soulage. Ça évite des médicaments, ça évite la codéine, ça évite les trucs forts où on peut devenir addict, on va dire. Je trouve ça quand même pas mal. Pourtant, cette molécule est au cœur d'une controverse depuis quelques semaines. La France veut interdire la vente des fleurs de chanvre. La raison, difficile à l'œil nu de distinguer une fleur de CBD de son parent, le cannabis, ce qui rend alors les contrôles de police plus compliqués. Mais la Cour de cassation a mis fin au débat cet après-midi. Elle a statué en faveur de sa commercialisation. Une évidence pour ce vendeur. On en arrive au principe de réciprocité que l'Europe a mis en place. Si mon voisin travaille un produit à 0,5 comme l'Italie, alors pourquoi pas nous? On doit suivre la trame donnée par l'Europe, puisque les États membres doivent suivre, tout simplement. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait déjà retoqué la position des autorités françaises sur l'interdiction du CBD. Certains ont reçu une greffe, d'autres en attendent une, d'autres encore sont des soignants.
Tous s'apprêtent à partir pour une balade en mer à bord de 33 bateaux bénévoles. L'organisateur Michel a lui aussi connu la dialyse avant de recevoir une greffe à l'hôpital Pasteur il y a 9 mois. Et donc j'ai eu l'idée en fait de mettre le logo du don d'organes sur mon voilier. Et après je me suis dit pourquoi pas en faire profiter à d'autres. Et c'est une idée qui a germé avec l'hôpital Pasteur. Au programme, une sortie de 2 heures, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Direction le Lady Sea, c'est l'heure du départ. À bord, le capitaine a lui aussi traversé l'épreuve d'une greffe en 2019. L'événement lui permet de partager sa passion. Et oui, chacun a eu des parcours à peu près similaires sur ce bateau. On ne le savait pas il y a encore 15 jours qu'on allait se rencontrer puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis au hasard des occasions et des relations, notamment sur le port, la solidarité, on va dire, des gens de mer fait que très vite on lit contact les uns avec les autres. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à décider de faire une sortie aujourd'hui. Jean-Pierre et Richard, eux aussi, apprécient la sortie en mer. Je suis un vétéran de la greffe, un rescapé du Covid. Mais bon, je suis heureux. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Je revis. Ça fait du bien. Ça me permet d'avoir un après-midi de repos par rapport au travail, qui a repris grâce à la greffe de rein, bien sûr. Et puis, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans le même cas ou en devenir. Cette première édition, en association avec le CHU Pasteur, le centre de dialyse de Monaco et France Rhin, a réuni près de 150 participants. Et le premier invité de ce grand direct, c'est Xavier Pelletier, le préfet délégué en charge de la reconstruction des vallées. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas que la vallée de la Vésubie, il y a la vallée de la Tinée, de la Roya notamment. Quel est le bilan 8 mois après ? On l'a vu, durant ces 8 mois, les communes se sont battues, se battent encore aux côtés de l'État, des collectivités, des bénévoles, pour revivre. Il fallait être prêt, ou en tout cas presque prêt pour la saison d'été. On l'a vu là à Saint-Martin-Vésubie, les hôtels, les restaurants, le Vésubia Mountain Park ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir quand même profiter du poumon économique qu'est l'été. Moi, je dirais déjà une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs, les collectivités territoriales, l'État, les bénévoles. Je crois qu'il y a eu un élan extrêmement positif et beaucoup d'attention qui se sont tournées vers les vallées. Le président de la République, qui avait fait des annonces très fortes, a réuni récemment donc un comité de suivi, a annoncé les financements d'État qui seront massifs, 572 millions d'euros qui seront engagés pour cette reconstruction, à la fois pour restaurer les infrastructures, pour protéger les habitants des risques futurs et pour envisager des projets de développement et d'attractivité pour les vallées. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie, il y a encore énormément à faire. Il faut quand même se rappeler qu'on a affaire à un désastre, une catastrophe absolument majeure. Les experts disent que c'est certainement la catastrophe naturelle la plus importante en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup encore de travaux à faire, mais vraiment aux côtés de la métropole Nice-Côte d'Azur, du conseil départemental, de la CARF et de l'ensemble des communes, je crois qu'on est véritablement en phase pour avancer très vite pour que ces vallées retrouvent toute leur beauté. Vous pouvez nous expliquer ces 572 millions d'euros, comment ça se compose? Parce que là aussi, il y a une lecture des chiffres qui est différente. Certains disent qu'on englobe là-dedans des fonds qui viennent de l'Europe, des fonds qui ont déjà été versés. Est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux? Alors, il y a plusieurs instruments financiers. Il y a d'abord la dotation de solidarité. C'est l'État assureur qui indemnise les collectivités territoriales pour les infrastructures perdues. C'est 143 millions d'euros. C'est un chiffre extrêmement important, jamais égalé d'ailleurs en France métropolitaine. C'est des sommes considérables. Il y a ensuite effectivement le Fonds de solidarité de l'Union européenne, 59,3 millions d'euros. La France a réussi à obtenir ces financements. C'est très très difficile, les critères sont très exigeants. Les dossiers ont été instruits à la préfecture des Alpes-Maritimes avec le ministère de la Cohésion des Territoires. Il y a ensuite cette contractualisation État-collectivité territoriale dédiée à la reconstruction, 150 millions d'euros, donc qui complétera les deux premiers instruments financiers et qui sera aussi dédié à projeter les vallées, c'est-à-dire envisager des projets de développement sur tous les secteurs d'activité, l'agriculture, le tourisme, la santé, et aussi avec une ambition qui est d'entraîner une dynamique territoriale, demander aux élus, notamment aux maires, de projeter leurs projets, de nous faire part des ambitions qui sont les leurs,
avec une concertation citoyenne. Il ne faut pas oublier les habitants, parce que reconstruire une reconstruction aussi majeure, si on le fait sans les habitants, je pense qu'on aura loupé quelque chose. Si vous êtes donc dans le salon salle à manger. Dans quelques jours, cet hôtel 4 étoiles accueillera ses premiers clients. Une ouverture plus tardive que prévue, causée par le passage de la tempête Alex, mais primordiale pour la reconstruction de la commune. Quelque part, tous ces événements dramatiques nous ont confortés dans notre conviction qu'il fallait avancer coûte que coûte et qu'il fallait montrer que la vallée continuait à vivre. Au cœur du village, la vie a déjà repris son cours et les terrasses sont pleines. Julie, restauratrice, attend les premiers touristes avec impatience. On attend les touristes pour essayer de faire la même saison que l'année dernière avec le Covid. On espère qu'on aura aussi pas mal de clients, même si on sait qu'on va avoir pas mal d'observateurs qui veulent venir voir les dégâts. Quant au Vesubia Mountain Park, il a rouvert ses portes ce week-end. Mais pour Nathalie, il reste encore quelques détails à régler. Tout est comme avant, mais on a une grosse inquiétude sur les places de stationnement. Le parking, on a perdu les 2/3 du parking qui est situé au-dessus du Vesubia. Donc on ne sait pas où les clients vont pouvoir se garer. Donc il faut bien prendre ses précautions en amont de sa venue. Par solidarité avec les sinistrés, de nombreux bénévoles souhaitent également organiser gratuitement et tout au long de l'été des concerts et des animations. On est très touchés par cette solidarité qui existe et c'est important de mettre de la joie et du baume au cœur pour tous les villageois, pour tous les gens qui vivent ici, qui vivent du tourisme. Tout au long de l'été, plus de 10 000 personnes se rendent sur Saint-Martin-Vésubie. Plus de 8 mois après le passage de la tempête Alex, la commune est donc prête pour démarrer la saison estivale. Bonsoir, Yon Tcheaplénou, mais j'espère que je prononce bien votre nom. Pléane, merci d'être avec nous. Vous êtes donc vous dirigez une association dans le Var, une association environnementale qui évidemment est très au fait de ce rapport et de ce qui peut se passer dans notre région. D'abord, peut-être juste un mot. L'association Mère Nature, elle, regarde ça de près, mais sur ce rapport en lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'il dit? On va au-devant de graves déconvenues climatiques. Oui, alors deux choses. D'abord, ça fait 20 ans que le GIEC le dit. Donc, il y a eu plusieurs rapports qui se sont succédés. Et à chaque rapport, il y a une actualisation en fonction des données météo qui sont d'autant plus accessibles aujourd'hui que l'Internet permet l'interconnexion de toutes les observations dans plusieurs disciplines. Il y a bien sûr le climat proprement dit, mais il y a aussi l'océanographie, c'est-à-dire les rapports océan-atmosphère. Et à chaque rapport, on a un peu plus de détails. Or, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un effet d'emballement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vos freins lâchent dans une descente. Eh bien, si la descente est un peu longue, plus il y a de la distance à parcourir, plus la vitesse augmente. Et c'est ce qui se passe aussi pour les phénomènes de changement climatique. Mais alors, quand on regarde évidemment les risques qui planent au-dessus de nos têtes, la pénurie d'eau, la malnutrition, évidemment l'extinction des espèces, et on pourrait même subir une augmentation de la température en moyenne de 1,5 degré avant 2025. Il y a 40% de chances que ça arrive. 2025, c'est demain, hein. Oui, et à l'horizon 2100, alors vous allez me dire c'est beaucoup plus loin, on ne sera plus là, mais l'augmentation... On a des enfants qui vont le vivre. Voilà, et l'augmentation, là, elle pourrait être de 3 à 4 degrés. Autrement dit, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 80% de son histoire naturelle, la Terre n'a pas eu de glace, ni au pôle, ni sur les sommets de montagne. Et il n'y avait pas d'hiver. Le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et les paléoclimatologues ont appelé ça la planète serre. Aujourd'hui, on est en planète igloo. Et pendant les glaciations, on était en planète boule de neige. Ce sont eux qui ont lancé, notamment un paléoclimatologue très connu qui s'appelle Kirschving, ont lancé ces appellations. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que nous revenons vers une période de planète serre? Et dans ce cas, il faut savoir qu'il y a deux versions. La version humide, avec suffisamment de pluie pour que notre agriculture puisse continuer, mais il y aura aussi des inondations torrentielles, ou bien la version sèche, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une désertification générale des continents.
Et ça, on ne le sait pas. De même qu'on ne sait pas si on revient vers la planète Serre 80% donc du temps de l'histoire naturelle, ou si on est simplement dans un interglaciaire comme on en a déjà eu depuis 2 millions d'années, avec les glaciations successives et des périodes plus chaudes entre elles. Ça non plus, on ne le sait pas. Et normalement, lorsqu'on n'a pas toutes les données, on devrait appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Si on les réduisait, ça n'arrêterait pas l'emballement, mais c'est un peu comme si on freinait avec le pied dans une descente, c'est quand même mieux que rien. Voilà qui est fait. Les chiens ont enfin une deuxième plage à leur disposition sur la promenade des Anglais. Une plage que la mairie de Nice a souhaité accessible à tous, mais où tout a été pensé pour accueillir les baigneurs et leurs animaux de compagnie. C'est une plage, je dis encore une fois, c'est pas une plage qui est ouverte aux chiens, c'est une plage qui est aménagée spécialement pour accueillir des chiens, leur mettre avec leurs chiens, pour qu'ils puissent aller sur la plage, pour qu'ils puissent aller se baigner, pour qu'ils puissent rentrer dans l'eau, qu'ils puissent rentrer dans l'eau se nettoyer, on puisse laver les chiens, pour leur enlever le sel et l'eau de mer, et pour que la plage, donc les gens y soient heureux. Mais il est question aussi, on me l'a dit tout à l'heure, d'en préparer une troisième qui serait ou à Castel ou à l'Opéra. Il y aurait vraiment 3 plages comme ça, surtout à la promenade des Anglais. En attendant la troisième plage, c'est déjà l'ouverture de celle-ci, en face de l'hôpital Lanval, qui réjouit les visiteurs aujourd'hui. Membres d'associations ou propriétaires de chiens, voilà près de 10 ans que certains réclamaient une plage à cet emplacement. La satisfaction est à la hauteur de leurs attentes. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Elle est très belle, très grande. Et ça fera des loulous heureux, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ont vraiment besoin de se dépenser. Et malheureusement, il n'y a jamais assez de place pour eux. Il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que bon, ça fait quand même quelques années que c'est comme ça, parce que la plage de Carras, c'était bien beau, mais c'était pas très propre, on va dire, donc et très petit, et à l'opposé en plus, donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, non, c'est vraiment une super nouvelle d'avoir fait ça. Au-delà du plaisir de pouvoir partager un moment à la plage avec son animal de compagnie, pour ces derniers, l'accès à cette plage est aussi bénéfique. Attention tout de même à respecter certaines règles pour le bien-être de l'animal. C'est tout bénéfice pour les animaux. Il ne faudra pas oublier certains gestes, à mon avis, bien rincer les chiens, donc ça surtout pour les animaux qui sont allergiques, avec le sel. Faire attention aux coups de chaleur, surtout en été, donc pensez à les hydrater énormément, parce que les chiens ne transpirent pas comme nous. Et après, voilà, je pense que les clients vont être contents, je pense que les gens vont se rapprocher d'autres personnes aussi, donc ça va être des moments de convivialité, de bienfaits et super pour les animaux. Tout le monde pourra donc cohabiter sur la plage Lanval de Nice, sous le regard d'un autre chien, celui de l'artiste Stéphane Bolongaro, le célèbre Totor.